C'est la vie. Recording is on. Salut à tous, c'est Pang de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être à nouveau un podcast avec celui que vous avez tous demandé et vous êtes arrachés. C'est son précédent podcast, vous l'avez partagé à plusieurs milliers, voire de millions de views. Une centaine quoi. Et Tom est de retour. Et Jerry. Oui, donc on sent que ça va parler intelligence aujourd'hui ou peut-être pas. De toute façon, je sais pas ce que je vais lui poser comme question. Tom, présente-toi, Oui. qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Et voilà, après, on s'en fout. Eh ben, je fais des podcasts avec Pang de HNO. Voilà. Important. Je suis hypnothérapeute en Suisse, à Nyon, cette belle ville. Voilà. D'accord. Et J'ai pas de slogan, j'ai rien du tout. t'as pas de slogan, rien du tout. Bon. Et il n'a pas Facebook, il a rien du tout. C'est un mec qui il a du mal. Donc, la dernière fois, on a parlé. J'ai de la Pardon. lumière. Ouais, Mais j'ai de la lumière. Attendez. Regardez le niveau, le level de ouf Hein qu'il a au niveau de la lumière. Et moi, j'ai vu le truc avant. Et en fait, putain, la lumière, ça change vraiment l'homme. Hein. Un truc de ouf. Il vient de me faire comprendre qu'en fait... Non, je le ferai jamais. Bref, alors... ouais, un des feedbacks que moi que j'ai beaucoup eu, et tu me diras si toi tu as eu les mêmes, c'est beaucoup de personnes étaient potentiellement intéressées par ce dont on a un peu parlé au niveau de l'intelligence et en tout cas toi, comment tu exploites la tienne, comment tu rebondis d'un schéma à un autre, etc., toute la pensée latérale. Je pensais que ça peut être intéressant de papoter de ça dans un premier temps. Ce que j'aimerais, je vais te couper plus que la dernière fois pour te faire rebondir sur certains éléments. Comment tu définirais ton intelligence ou l'intelligence peut-être au départ et ton intelligence après? Wow. L'intelligence, c'est se créer soi-même, disait Albert Jacquard. Non, en fait, alors mon intelligence, c'est toujours difficile de définir. Après, j'ai repéré que pendant un bout de temps, j'avais une faculté à penser ce qu'Edouard de Bono, le gars qui a écrit beaucoup sur la créativité, disait que je pense latéralement, c'est-à-dire que par défaut, ce que tu es censé faire pour devenir créatif d'après ces bouquins, c'est ce que je fais de base. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans une colonne où si tu me parles d'un zoo, tu vas me parler d'un éléphant, je te parle d'un singe, tu me parles d'une girafe, etc. Moi, je vais plutôt aller partir dans un truc style, je sais pas, je pense au lapin, ça me fait penser à la pub du Rex, qui me fait penser à la pub Citroën, et puis tout d'un coup, je te réponds, bah tiens, au fait, tu as vu les dernières annonces en matière d'écologie, etc. Puis toi, tu me dis, mais t'es con, je suis en train de te parler du zoo. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc, qu'on me dit, je suis con, en fait. Non. Mais du coup, je passe du coq à l'âne, comme on dirait normalement. Et puis, j'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup de manière assez inconsciente, à base d'ancrage, à base de jeux de mots, à base de... comme si les choses étaient rassemblées dans un coin, dans mon cerveau, et puis qu'en fait, j'allais reprendre quelque chose d'autre sur lequel j'allais repliquer, etc. D'accord. Alors, attends. Première chose, De Bono, pour ceux qui ne connaissent pas, a écrit tout un travail intéressant sur les chapeaux, de la réflexion. C'est super sympa à lire. Il a écrit pas mal de choses justement sur les types d'intelligence, ou en tout cas comment on peut formaliser les choses. Donc toi, tu serais plutôt sur la notion de Bono plutôt que ce qu'on dit la dernière fois, une forme de mind mapping comme pourraient avoir certaines personnes, c'est ça? c'est-à-dire que l'idée de voir ça transversalement, c'est effectivement ce qu'a décrit De Bono, comme quoi il décrivait une espèce de... comme si c'était des autoroutes de pensée qui étaient horizontales, c'est-à-dire qu'elles sortent des catégories que tu aurais par sujet et elles vont aller transversalement sauter de sujet en sujet. C'est-à-dire que l'exemple qui est donné, alors ça s'appelle pensée latérale parce que d'après De Bono, mais il a déposé le concept. Et en fait, ça se rappelle pensée transversale sur Wikipédia parce que du coup, ça veut dire la même chose, mais sans le dépôt. En gros, c'est les gens qui vont aller soi-disant chercher la petite bête. C'est-à-dire que si tu leur dis s'il faut 2 heures à 2 hommes pour creuser un trou de 2 mètres, combien ils vont mettre en 4 heures? Et puis là, la personne qui va répondre, elle va pas pouvoir te répondre un truc facile. Elle va aller chercher, mais sans vouloir faire chier volontairement, mais elle va aller chercher quelque chose de style, je sais pas, peut-être que plus ils creusent, plus ils sont fatigués, ou alors est-ce qu'ils ont tous les deux une pelle, ou est-ce que machin, etc. Donc ça va être aller chercher plein d'options très rapidement. Et je dis pas que c'est mieux. Hein. Donc attends. En gros, ta pensée, elle fait chier. C'est quand même l'un des mots auxquels tu as associé ta pensée. Tu le fais pas chier volontairement, mais t'es chiant en fait.
Ouais, voilà, en fait, c'est ça ma vie. Non, c'est pas ça, c'est que pour faire simple, au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est là qu'on a redéfini l'école que l'on subit de nos jours. C'est-à-dire que c'est une époque où en fait, t'avais les gens en avaient marre de tout ce qui avait été religion, qui avait un petit peu abusé sur les principes de pouvoir, etc. Et on a eu des gens style Descartes et tout, ou bien l'encyclopédie un peu plus tard en 18e, où les gens disaient qu'ils pourraient démontrer ce qui est vrai que ce qui est démontrable scientifiquement. Donc on a commencé à avoir des matières qui ont été favorisées à l'école, qui étaient des trucs où tu pouvais être noté en gros. C'est-à-dire qu'on peut dire que tu as bon ou que tu as faux. Même si tu regardes la littérature à l'école, la littérature, c'est pas apprendre à écrire, c'est apprendre à dire que lui, il écrit bien, mais tu sais que tu dois dire qu'il écrit bien, toi. Et donc là où je dis que ça fait chier, c'est que effectivement, c'est toujours dans les zones de gris, c'est-à-dire que qu'on te propose un QCM avec une réponse oui ou non, toi tu dis oui, mais en fait, peut-être que à ce moment-là, la réponse, elle serait, puis c'est biaisé, puis c'est là que tu pars trop loin, en fait. C'est pour ça que quand c'est inattendu en face, la personne, elle est déstabilisée, puis elle te le reproche, je pense. Et en parlant de cours, tu étais un gars performant ou un tocard? Je suis plutôt à tocard si je reprends tes termes, mais c'est-à-dire que je m'en suis toujours sorti par chance ou bien parce qu'au dernier moment, avec l'avantage du stress de dernière minute, j'ai réussi à trouver des techniques mnémotechniques ou bien des dessins ou des choses comme ça qui faisaient que je me rappelais de. J'ai toujours cette mémoire kinesthésique aussi qui me permettait de me souvenir de. Si je visualise le bouquin, je sais que c'était en haut à droite sur la page de droite et puis je me souviens un peu comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai toujours rebondi. Mais Ça, quand c'était. tu le mets sur le kinesthésique. Tu le mets sur le kinesthésique que sur le visuel à ce moment-là? Ouais, parce que c'est vraiment dans le volume du livre, en fait, je pourrais te dire à peu près, c'est pas, je pourrais presque te dire le poids du livre à ce moment-là, et puis vraiment quand j'ai besoin, par exemple, ma pièce, là, c'est ce que je disais l'autre jour, elle est faite pour que je puisse aller déplacer les meubles et mettre sur les meubles des idées, c'est-à-dire que si on était en train de prévoir un scénario ensemble, je te dirais que l'introduction, elle doit être là. Mais tu me dis, je prends l'introduction, je la mets là sur l'autre mur, ça me va pas. Je suis perdu. J'ai vraiment besoin que dans l'espace, les pensées soient organisées. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais ça met du temps à pouvoir apprivoiser cette façon de le faire, en fait. Se dire, tiens, ok, j'ai besoin que ça soit ici, mais je m'en soucie pas plus de pourquoi j'ai besoin de ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens Et, qui se disent, ouais, je suis bizarre à cause de ça. et donc à ce moment-là, quand tu as une idée qui te vient, toi, tu vas avoir une notion qui va devenir peut-être visuellement et après tu vas devoir kinesthésiquement parlant la placer quelque part. C'est ça? Ouais, un peu, tu sais, je pense que je l'ai toujours pas lu, mais j'ai le bouquin de Rossi sur les mirroring hands, tu sais, où vraiment il y a ce côté où je le teste avec mes clients, en fait. Parfois, leur problème, je le définis ici, et je le place vraiment ici virtuellement, parce que moi, j'en ai besoin de toute façon de le faire, mais donc leur problème est ici, et puis petit à petit, je vais aller le déplacer vers la solution, mais aussi dans l'espace. Et moi, vraiment, pour traduire les idées, j'ai besoin d'aller les placer quelque part. Donc, c'est probablement pour ça que le dessin m'aide aussi à. J'ai une façon d'organiser ma page qui va faire en sorte que, je sais pas, l'élément doit être là. Et même maintenant, je me suis rendu compte que, tu vois, avant, je disais, je dessine parce que ça permettait à mes clients de pouvoir se baser sur mon dessin, de me dire, ouais, ce que vous avez dessiné là, ça fait sens, mais je l'aurais mis ici parce que, etc. Puis ça leur permet de, de sortir leur problème et de le mettre sur une page de papier, puis de pouvoir faire une espèce d'objet flottant à la systémique, toi. Et en fait, je me rends compte que désormais, en fait, le dessin, je le fais vraiment pour moi, et ça ressemble pas à grand chose, mais j'ai besoin que les éléments soient placés à tel endroit, et j'arrive pas à définir, à te dire, tiens, tu sais, il y a des thérapeutes qui sont vachement bien organisés, ils ont le nom toujours à gauche, ils ont la problématique, ils ont machin, etc. Moi, ça a besoin d'être organisé vraiment dans l'espace comme ça. Et il y a un type de thérapie qui existe comme ça, qui s'appelle le social panorama,
ou alors où ils vont aller placer dans une pièce, c'est une pièce qui est vide, et ils vont permettre à la personne d'aller placer son problème quelque part dans la pièce, d'aller placer les personnes en rapport avec ce problème, et puis de voir comment ça fait quand on le déplace. Qu'est-ce qui se passe quand on met le problème à droite, etc. Il y a ce côté-là, ce côté un petit peu timeline dans la vraie vie, quoi. La notion de placement, comment tu la définis? C'est quoi pour toi un placement? Et qu'est-ce que ça représente à l'intérieur de toi, ce placement? Parce que toi, tu parles à un mec où moi, je place que dalle et où moi, toute ma pensée est basée sur le sens des choses, mais pas du tout la place. Oui, mais c'est ça qui me... D'ailleurs, quand tu parles de cartographie Ouais. ouais, dans ce que tu fais, pour moi, je le vois, je l'imagine en fait comme étant une manière d'aller. Je sais que toi, tu arrives à aller serrer aller attraper le paradoxe de quelqu'un assez finement, et puis tout d'un coup, la personne elle se dit, ah ouais, attends, ce que je suis en train de raconter, si je le raconte, je suis coincé dans mon paradoxe. Et c'est ça qui fait que moi, c'est ce que je ressens quand on fait des accompagnements ensemble, c'est que j'ai cette espèce d'épiphanie où en fait, tout d'un coup, il y a comme s'il y avait deux chemins qui étaient partis en parallèle dans ta tête, et puis tout d'un coup, paf, t'es là, puis tu dis merde. Si je lui réponds oui à la question, bah, je vais me mettre en porte-à-faux par rapport à mes propres problèmes. Et donc, du coup, c'est là qu'on réalise qu'on. Bref, pour moi, les choses doivent être placées. C'est marrant parce que effectivement, tu rigoles pas, c'est effectivement un bordel sans nom autour de moi là. Par contre, je m'y retrouve très bien. Et les choses doivent être placées à tel endroit parce que ça fait sens pour moi et je me sens bien en fait au moment où il y a un peu cette satisfaction, tu sais, t'as ces vidéos sur YouTube où t'as les gens qui coupent un gâteau de manière satisfaisante parce que les parts sont égales, etc. Puis ça fait du bien. Ben moi, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui doivent être placées là et tout d'un coup, c'est aligné en fait, en quelque sorte. Là, tu as dit le placement pour toi a du sens. Alors, moi, ça reprend écho. Alors, est-ce que c'est parce que je te l'ai suggéré en amont? Mais euh, cette notion de placement et de sens, comment tu le relis? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour dire, tiens, là, ici, c'est le bon sens? Ou est-ce que c'est, comme tu viens de le dire après, c'est plutôt juste, bien, correct, au bon endroit, quoi? Il y a quoi? Il y a une notion de bien, pas bien. Il y a une notion de sens ou de logique ou comment tu perçois? Parce que vu que là, ta forme d'intelligence, en tout cas, ce que tu proposes, c'est vraiment une notion de place. Et il y a une notion à la fois en 3D, puis il y a une notion certainement en distance, quoi. Il y a plein d'éléments qui peuvent être intéressants. Euh, Comment tu places justement cette idée-là avec le sens? Comment tu connectes les deux? Comment je connecte le sens? Bah écoute, en fait, pour moi, c'est marrant parce que c'est l'un des seuls domaines où j'ai pas vraiment cherché à vouloir justement donner du sens derrière. C'est-à-dire que je me suis pas dit, tiens, je pense que ça serait trop perturbant, ça serait trop vertigineux d'aller se dire, tiens, mais pourquoi j'ai besoin que tel problème soit ici ou que si vraiment pour moi, c'est des évidences qui vont très vite carrément peut-être me mettre en rogne si tu vas me dire, mais non, mais tu sais, genre, je t'imagine bien me dire, mais tiens, oh non, l'intro, on va la mettre là, justement. Et je vais devoir travailler sur moi pour me dire non. Il y a un côté un petit peu autistique, un petit peu, je pense, de se dire, ça doit être là, c'est sûr, c'est évident. J'ai cherché d'abord savoir si c'était un petit peu basé sur cette notion, tu sais, un petit peu judéo-chrétienne, de savoir que déjà de lire de gauche à droite et puis d'avoir quand tu regardes les cathédrales tu entres par la gauche parce que c'est le mal et puis tu ressors à droite, etc. Donc est-ce que d'un côté linéaire dans la séquentielle à force d'avoir peut-être été bercé par les bandes dessinées, etc. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir d'ailleurs si j'avais et là je saute du coq à l'âne, si j'avais été éduqué avec des mangas, est-ce que je mettrais par exemple, le futur à droite, le présent à droite, et puis tu vois, ça me fait sourire, et le futur à gauche, ce genre de choses. Mais pour moi, c'est des choses, ça doit être là, et c'est tout. Et tant que c'est pas aligné, je suis pas. Et j'ai beaucoup de mal à travailler avec quelqu'un pour ça des fois, parce qu'il va falloir que j'accepte que la personne a d'autres moyens d'autres contraintes physiques. Et ouais. Attends, la notion d'alignement, donc il y a la place et il y a un alignement. C'est marrant, ça fait 2 fois que tu le ressors.
Cette notion d'alignement, il se passe comment dans ton espace? C'est quoi? On pourrait schématiser ça comme des liens qui se font entre les différents points que tu as dans ton espace, comme pour donner une figure à l'intérieur, comme pour donner une résonance. Comment ça se situe? Ouais, alors l'histoire de résonance me parle bien. Je pense qu'en fait, je suis, ça m'intéresse pas mal comme concept. Ça serait que je place les idées dans l'espace en clone de comment ça pourrait être configuré dans mon cerveau, je pense. Si je devais les placer exactement dans mon cerveau, elles seraient placées exactement au même endroit. D'ailleurs, j'étais en train de penser à un truc. Il y a un truc qui m'a libéré parce que ça fait des décennies que j'essaye d'avoir mon bureau qui est organisé, etc. Et j'ai jamais réussi à m'arrêter sur une configuration du bureau avant que j'ai reproduit ce que je connaissais donc du temps où j'étais design thinking coach chez Nestlé, où en fait tout était sur roulette. Donc j'ai mis des roulettes sur tous les meubles que tu vois autour de moi. Il y a des roulettes en dessous. Et il y a ce côté rassurant pour moi de me dire, ok, je la place là, la bibliothèque, mais au cas où, je peux la déplacer. Et qu'est-ce qui ferait justement que tu déplaces? Parce que c'est intéressant, tu me dis tout doit avoir une place et potentiellement tu crées une hypothèse où à un moment donné, la place que tu lui as octroyée à un moment ne soit plus la place à un moment à T et à T plus 10 peut-être ce tout doit être à sa place et tout doit s'aligner, d'un coup tu dois changer l'alignement pour aller dans autre chose. C'est quoi? C'est que d'un point de vue interne et d'un point de vue de ta psyché ou du thème sur lequel tu es en train de penser, à ce moment-là, tu as besoin d'avoir une cartographie différente de ton environnement ou de tes placements pour que ça soit justement plus aligné ou plus fluide. Ouais, je pense que j'ai besoin de garder la plasticité potentielle effectivement de l'aménagement de la chose. C'est ça qui me... Par exemple, je me suis posé la question, j'ai essayé, la bibliothèque derrière, pour moi, elle est en bazar parce qu'il y a aucun sens. Et pourtant, quand je la range, selon mon sens, j'arrive pas à trouver le point commun. Mais pour moi, c'est évident que tel bouquin doit être à côté de l'autre, en fait. Tu vois, mais c'est pas, même pas par rapport au thème. Mais par exemple, une fois, pour justement faire des vidéos, bosser sur mon éclairage, j'avais fait cet exercice de les mettre par couleur. Tu vois, il y a ce truc où ils font des rainbows. Mais de toute façon, ça reste pas longtemps parce que j'ai besoin de bouger mes bouquins. Mais non, il y a des... Je sais pas, j'ai besoin que ça soit possible que si je m'arrête sur une configuration, il y ait cette ouverture des possibles du fait que ça soit quand même plastique. Si ça ne l'est pas, il va falloir, si tu me dis, il n'y a rien de plus qui va me perturber, si tu me dis, vas-y, tu as un tableau blanc là qui n'est pas accroché, qui est là, et tu me dis, il faut que tu l'accroches quelque part, je vais te dire, mais en fait, j'aimerais bien l'accrocher, mais j'aimerais qu'il soit amovible. Si tu me dis, tiens, il est à roulette, parce qu'en fonction de l'information qui serait sur le tableau blanc, je suis en train de parler pour un taré, je suis sûr, c'est pas de ça qu'on voulait parler en plus. Mais en fonction de l'information qui serait sur le tableau, il ne devrait pas être au même endroit. Là, c'est sûr. D'accord. Donc, en plus d'avoir un placement à un moment donné, tu vas avoir un placement d'éléments figés, mais tu vas avoir des éléments qui, dans ce monde figé, peut potentiellement être mobiles. Et en fonction de l'élément et l'orientation que tu vas exploiter de cet élément mobile, un livre, un tableau, un post-it ou autre, ça va modifier le placement que tu dois exploiter dans l'écho que ça fait ou en tout cas l'information que ça propage. Parce que ça, par contre, c'est beaucoup plus mobile et en fait, tu vas avoir des plasticités différentes en fonction des modèles que tu as. Un tableau sur lequel tu vas pouvoir faire vivre et donner de l'info, il devra bouger. Par contre, ton bureau, peut-être, il va moins bouger parce qu'il sera plus stable et moins utilitaire à un moment T. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est que il y a ce côté utilitaire qui fait qu'il faut que je m'arrête et il y a ce côté il faut que je m'arrête qui fait que si ça n'était pas à potentielle roulette, parce que probablement que je les bougerai jamais, tous ces meubles, je m'arrêterai pas sur quelque chose. Donc, il faut que ça reste. Il y a cette dichotomie entre le côté utilitaire qui n'est pas, tu peux pas l'éviter en fait. T'es obligé d'avoir un certain conditionnement de rangement, etc. pour que tu puisses être organisé un minimum. Et en même temps, j'ai besoin pour moi de savoir que c'est mobile au cas où.
Et toi, comment tu te places par rapport à un espace et donc un emplacement dans l'ensemble des dynamiques de cet emplacement? Donc, on a vu qu'il y avait une plasticité qui pouvait être un peu plus rigide sur certains, puis de moins en moins rigide selon l'utilité et selon la pensée et la réflexion que tu vas avoir. Et toi, ton placement dans un espace placé, ça donne quoi? Mon placement dans un. Si je suis obligé de me placer quelque part, c'est ça que tu Ouais, veux dire? exactement. Comment toi, tu te places dans une dynamique où on a l'impression que ta pensée, elle va être accrochée à des éléments qui sortent de toi. Tu vas mettre un post-it, tu vas écrire sur quelque chose, tu vas prendre un livre, tu vas modifier un angle ou quelque chose. Mais toi, comment tu te places dans cet environnement mobile que tu souhaites aligner? Et est-ce que toi, tu deviens mobile en fonction de ton environnement? Ou est-ce que c'est ton interne qui va faire modifier l'environnement? Ou c'est la recherche de ta réflexion qui va te rendre mobile à un moment donné dans ton placement et par rapport à ton environnement? Je pense que ça devrait. Je sais pas pour excuser mon bordélisme, mais je pense que j'utilise des objets justement flottants entre deux pour les déplacer, pour me réapproprier l'environnement si je peux me l'approprier. Mais toi, par contre, comment tu te places? Parce que là, tu vois, ce que j'entends à chaque fois, c'est ton environnement a une importance pour l'expression de ton intelligence. Mais ton placement par rapport à ce tout, t'es Ouais. où? T'es au centre, t'es sur le côté, t'es à un endroit, t'es à un autre. Est-ce qu'il y a un endroit où tu as placé un post-it et tu te dis il doit être là, où on reprend le truc de tout à l'heure, l'intro doit être sur ce mur-là? Mais est-ce que si toi tu le regardes d'en face ou en rentrant dans la salle ou juste à côté, tu vas avoir, psycho-émotionnellement parlant, voire même intellectuellement parlant, des réponses cognitives différentes ou même des réponses kinesthésiques, etc. différentes? Alors ça va être le dernier cas. Ça va être les réponses vont être différentes selon l'angle par lequel je vais pouvoir rapprocher. Si c'est l'idée qui est placée quelque part, qui est fixe et que c'est moi qui bouge autour, en fonction du déplacement que je vais avoir. On reprend assez basiquement des principes gestaltiques ou les placements du New Code justement. C'est-à-dire qu'en fonction de où tu vas regarder la chose, tu vas. Alors là, l'image qui me vient par rapport à ce que tu me dis, c'est que peut-être entre deux, si je m'éloigne, par exemple, j'ai mon idée qui est quelque part, parce que par exemple, si tu me répètes ce dont tu te souviens du cours de Grinder, par exemple, je pourrais te dire où est-ce que j'étais assis. Croque-monsieur. Bah ouais, bon, alors ça, c'est plus facile en étant bas, mais du coup, je me demande c'est à quel point, tu sais, je traverse pas en regardant le point. Si tu me dis ton idée, elle est là-bas, elle est à tel endroit, c'est telle notion qui est là-bas. Est-ce qu'entre deux, je vois pas les autres notions qui seraient placées dans l'espace et que ça les confronterait pas? Et c'est ça qui crée la créativité. Euh, j'ai un artiste. Faudrait que je retrouve le bouquin, mais comme il est pas, le rangement n'est pas logique, je vais pas le retrouver. J'ai un bouquin qui s'appelle Images de pensée où tu as les artistes qui ont essayé comment les artistes ont pensé certaines de leurs œuvres. Et tu en as un qui, par exemple, a essayé de chercher quel était le chemin qu'il avait pris pour avoir une très bonne idée dans son atelier. Et donc, il dessine régulièrement le chemin qu'il prend pour essayer de le reproduire, pour essayer d'optimiser en fait la création d'idées, par exemple. Donc, il y a une notion d'espace comme ça qui est assez d'appropriation de l'espace. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. On retrouve avec ce que tu disais précédemment, hein, les notions un petit peu des marelles, PNL, des placements PNL, de tout le travail gestaltique, etc. Alors, pour toi, en gros, l'environnement et l'espace, la place, le placement, c'est comme si tu étais dans ton cerveau en train de regarder un ensemble d'éléments dans Ouais. ton principe réflexif, c'est ça? Clairement, ouais, j'avais jamais conscientisé ça, mais c'est clairement ça, ouais. D'ailleurs, mais tu sais, c'est un jeu que je fais. Je prends toujours l'excuse quand mes clients arrivent dans mon cabinet, je prends toujours l'excuse d'aller chercher un verre d'eau et je les laisse un petit peu déjà se poser dans le cabinet et puis se rassurer sur ce qui va se passer parce que souvent ils viennent quand même en disant bon, je suis pas du genre à faire de l'hypnose, mais machin. Et et tu peux observer qu'en fait, on a toujours un siège vide, puisqu'il y a ce côté siège vide qu'on exploite à deux dans le cabinet. Et je peux déjà te dire en arrivant, si la personne va changer de siège, parce qu'elle a toujours été en train de parler de son problème sur le siège de gauche, et qu'aujourd'hui elle est assise sur le canapé ou aujourd'hui elle est assise sur le siège de droite, c'est probablement qu'elle va t'annoncer que son problème a changé. Donc ça reste, je pense qu'on a tous un petit peu cette notion-là. C'est une espèce d'ancrage
géospatial en fait de tes idées. Et pour moi, effectivement, c'est un clone de ce qu'il y a dans ma tête. Avec cette notion de justement d'accident d'idées, parce que ce que je te montrais tout à l'heure, la vision de mon bureau, c'est-à-dire que probablement que les objets étant confrontés les uns aux autres par rapport à leur emplacement, tout d'un coup, ça va me dire, tiens, je sais pas, j'ai des trucs de velcro, et puis je prends machinalement des crayons, et puis je vais peut-être créer quelque chose avec ça. Et c'est comme ça que ça va me donner naissance à quelque chose de tiers, en fait. C'est amusant parce que moi, ce que j'entends là, c'est vraiment une notion où ton intelligence, elle se révèle par l'extérieur, par la place et l'observation de la place des choses à l'extérieur de toi. Et est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu as une espèce d'encodage et un bureau interne, tu sais, là, je faisais un audio tout à l'heure et je repensais à un truc de la méthode Silva qui s'appelle le laboratoire. Donc, en gros, tu crées un laboratoire interne pour aller travailler à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as un copier-coller de ton bureau à l'intérieur de toi dans lequel tu vas faire les mêmes choses que tu ferais kinesthésiquement parlant à l'extérieur? Alors non, mais ce qui est particulier, c'est que par contre, j'ai eu besoin. Alors déjà, moi, je sais pas si c'est la même chose, mais j'utilise une espèce de notion de salle de contrôle pour mes clients. Utiliser ça, ouais. Et, et je me souviens de la salle de contrôle de chaque client, c'est-à-dire que je l'ai imaginée, elle est différente pour chaque client, etc., même s'il ne me la décrit pas proactivement. Et par contre, pour faire j'ai un protocole qui est propre à moi ou qui se passe en plusieurs étages, etc., que j'ai eu besoin de cartographier dans ma tête, mais pas volontairement en fait. C'est-à-dire que c'était évident pour moi, par exemple, c'est ce que je disais, je ne sais plus à qui, mais dans mes clients, ça commence par des jeux d'imagination où ils sont dans un musée, ils sont invités dans une exposition qui leur plaît particulièrement bien. Et sur la gauche, et je ne sais pas pourquoi sur la gauche, je ne pourrais pas te dire, il y a une autre salle avec 2 tableaux, et là, ils vont aller descendre la salle A, B, C, je vais les reproduire des trucs à la Dale, etc. Mais donc la salle A, ça va être un vestiaire où ils vont pouvoir aller se débarrasser de ce qu'ils ont sur le dos. La salle B, ça va être la salle de contrôle avec la B-bis, avec soit une salle de cinéma, soit une machine à remonter dans le temps. Et la salle C, ça va être une cour de récréation avec toutes les petites parties d'eux qui courent dans la cour. Et pour faire sens de ça, c'est vrai que j'étais parti sur l'idée que effectivement, je le dessine systématiquement quand j'ai mes clients, je dessine ces salles. Alors, je les connais par cœur, mais je les dessine, etc. Parce que pour moi, ce protocole, il est ancré dans un lieu. Après, j'ai essayé de faire cette méthode, tu sais, un petit peu à la Sherlock Holmes ou à la Derren Brown, où tu as, c'est la méthode du Lochi, je crois. Ah, tiens, j'ai disparu. Bah non, tu as ta place entre le vert et le violet. Ou le rose. C'est mon côté activiste, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que je reviens comme ça, tout simplement? Très bien. Et oui, ça, c'est lié à une loi. Bon, bref, on le sent. Et donc, le meilleur, c'est ça? C'est la meilleure qui vient de péter un câble? c'est la mire de bar. Non, parce qu'en fait, les caméras, si tu veux, pour que ça soit vendu moins cher, et il y a une taxe sur le fait que un appareil photo, s'il peut filmer plus de 30 minutes, devient une caméra. Et donc, ça coûte plus cher à vendre puisqu'il y a des taxes sur les caméras qui ne sont pas pareilles que les appareils photo. Donc, les appareils photo ont une limite de 30 minutes. C'est pour ça que ton appareil photo ne peut pas filmer plus de 30 minutes. Sinon, Sony, Canon, etc. auraient à payer des taxes et ils ne veulent pas. Donc, c'est assez chiant, mais il y a des astuces, mais c'est... Voilà. Je t'ai perdu. Non, du tout. J'étais en train de me dire qui est-ce qui achète encore des appareils photo, mais c'est pas grave. T'inquiète. Moi, dès que tu m'as parlé de musée, de toute façon, je me suis dit, mais t'es au courant que moi, si je rentre dans un musée, il n'y a rien du tout et il n'y aura pas de tableau. Si tu me rentres dans un muret, ça fait quoi? Pour connaître la métaphore de tout à l'heure, je me dis, bah putain, si je vais à une expo et un truc, il y aura que du blanc partout et il y aura juste une entrée, une sortie. Il n'y aura pas d'étage. Hein. Mais non, si c'est une expo sur quelque chose qui te plaît particulièrement bien, ça peut être non, pas le temps. Même sur le MMA, sur... Attends, qui j'en ai à foutre? Je vais pas aller à une expo sur le MMA, il y a tout sur Internet. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais. Mais donc, ouais, ce côté... Alors, par contre, ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, moi, c'est comme ça que je travaille avec l'espace. Et d'autres personnes, elles ont besoin... En fait, si tu veux, il y a des gens qui sont câblés naturellement pour penser de façon transversale. C'est-à-dire qu'ils vont toujours aller chercher, on leur dit d'ailleurs qu'ils vont toujours aller chercher la réponse qui n'était pas attendue, ou bien qui passent du coq à l'âne, etc. Quand j'ai vécu en Finlande pendant 1 an en Erasmus dans une
université de production culturelle. Enfin, c'était un mélange de marketing et de production pour la culture. Et tu avais des personnes qui rejoignaient justement cette université pour apprendre à être créatif. Et tu avais des jeux de créativité. Et moi, ce qui était très perturbant pour moi, c'était que je trouvais toutes les réponses. Et puis forcément, me disant que enfin, il n'y avait pas de bonne réponse, tu vois, mais je trouvais toutes les astuces. Par exemple, tu avais des trucs style, tu avais une feuille avec 3 moutons qui sont dessinés à gauche et puis qu'il fallait qu'ils traversent la rivière facilement. Puis moi, je dis en rigolant, bah, il suffit de la plier comme ça. Puis en fait, c'était ça. Et ben, du coup, trouvant ça facilement, je cherche plus loin. Et puis c'est là que je commence à paniquer parce que j'ai pas la réponse, etc. Alors qu'en fait, donc il y a des gens qui doivent se provoquer, et c'est ce que dit Édouard de Bono dans ses bouquins. Il dit qu'en fait, il a inventé un mot qui dit pot pour pouvoir permettre aux gens de se dire allez, on imagine qu'on fait des aéroports pour les enfants, c'est de la provocation pour éviter que tu aies des gens en face qui disent oh, un aéroport pour les enfants, ça marchera jamais. Alors que moi, j'ai du mal à revenir sur le concret. Vas-y. Mais justement, là, quand tu me dis, tu penses à quelque chose, il y a une réponse qui te vient, qu'importe qu'elle soit bonne ou pas, après tu te dis non, ça paraît trop simple, et donc tu vas te prendre la tête, voire même limite te stresser pour trouver un ensemble de réponses qui serait acceptable. Où est-ce qu'il est là ton placement? Comment là ton intelligence et ton placement par rapport à une réponse se passent? Déjà, quel est le rapport que tu as et où tu places une réponse dans ton cadre d'intelligence? Est-ce qu'il y a un placement? Genre, est-ce que c'est proche de toi, loin de toi? Est-ce que ça doit venir de toi? Est-ce que ça doit être créé? Est-ce que ça doit être une étoile? C'est quoi, une galaxie c'est quoi le rapport au placement d'une réponse? Parce que si tu me parles, si je reprends ta logique de placement, bah, tu dis j'ai une réponse à un placement là. Pourquoi tu te prends la tête à trouver d'autres placements à une réponse? Donc d'autres réponses. Bon, ça veut pas dire que tu as des réponses universelles, en fait, parce que toi, tu as réfléchi d'une certaine façon. C'est-à-dire que Mais pourquoi? Parce que toi, dans ta réflexion, il faut que tu aies une réponse universelle. non, mais il faut que tu aies la réponse attendue par rapport. Si justement on retourne sur cette idée d'école du XVIIe siècle, etc., il y a une réponse bonne, enfin, il y a des réponses fausses et une réponse bonne. Et Et toi, ça, quand pour toi, cette problématique qui est un vrai généraliste, on va dire, et un faux qui serait spécifique. un vrai généraliste, alors là, je t'ai pas. De façon générale, on va estimer que le vrai, c'est ça. Même si Ouais, on va trouver plein d'exceptions. Et c'est c'est ça. pas grave. Mais c'est ça qui, toi, dans ton intelligence, peut te bloquer, te réfréner, te mettre mal, te dire putain, mais moi, je pense pas comme le généraliste, donc j'ai une pensée spécifique, ou en tout cas avec des exceptions ou une créativité qu'il n'y a pas dans le général. Et ça te met mal à l'aise dans ton placement. Oui, parce qu'en fait, tu vois, il va pas y avoir de. Là, on parle. Bon, à chaque fois, je tique quand tu me dis intelligence, etc., parce qu'il y a cette espèce de. Je freine des cas de fer, parce que pour moi, il y a encore cette notion de se sentir imposteur par rapport à ça. Après, Par rapport à quoi forcément, ça? Par rapport à quoi? ça, c'est le terme de dire que c'est une intelligence et que ça peut être intéressant, qu'on peut en faire un podcast, qu'on peut. Que c'est. Tu Ouais, vois, mais qu'on puisse. on peut faire un podcast sur ta connerie. Bah, on s'en fout. Là. Aussi, vas-y. Mais tu vois, l'intelligence, on s'en fout. C'est rien de plus que Oui. difficulté comme marcher, courir. Il y en a qui courent vite, d'autres qui courent longtemps, etc., etc. Donc, bon, bref. Mais dans cette notion-là, justement, comment tu te perçois de ne pas être dans cette notion de généralisation? Bah, c'est flippant, c'est simplement flippant parce que par défaut, tu trouves toujours la troisième réponse, en quelque sorte. C'est assez perturbant. Tu te dis merde, je Qu'est-ce qui est sais. perturbant à ce moment-là? Bah, pas être comme les autres, je présume, j'en sais rien. Pas être attendu, c'est-à-dire que on te propose noir-blanc, toi tu dis ouais, mais en fait, ça dépend parce que en fait, si on est dehors, c'est en 5600 Kelvin ou si on est à l'intérieur, c'est en 3200 Kelvin et machin. Et donc, du coup, soit ça bloque parce que tu te dis ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Attends, parce que peut-être que là, et puis tu réponds rien, et puis donc tu es en défaut. Soit, ouais, il y a un côté bloquant en fait avec cette possibilité des réponses, je pense, ouais, effectivement. Comment tu te places par rapport? Parce que
moi, ce que j'entends là, c'est un rapport entre toi et le monde, et toi par rapport à un placement d'un groupe humain sur lequel, sur plein de choses, tu ne réponds pas à des critères prédéfinis par ce groupe humain, que ton intelligence ou ta connerie soit pas reconnue dedans, ou en tout cas pas mise en valeur, et toi, tu veux rentrer dans ce groupe humain, ou en tout cas faire semblant ou avoir un lien avec cette intelligence commune. C'est ça qui te perturbe de ne pas, ou ce qui a perturbé, ça se trouve, c'est plus du tout dans ce modèle-là, mais qui a perturbé la personne que tu as été, de dire putain, il pense comme ça et je pense différemment. Tu Ah te oui, dis, oui. quoi, tu vas pas être intégré à un groupe, tu vas pas être reconnu par le groupe, tu vas pas être perçu par le groupe, tu vas Ouais, être. puis Ouais. c'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment, t'es pas. Moi, tu sais, à une époque, je travaillais au cinéma, j'étais ouvreur, je me disais, mais pourquoi ça passe pas avec telle personne quand à chaque fois que je lui parle, elle me dit, mais t'es bizarre, c'est la phrase qui sort. Alors tu penses trop, genre de truc, les gens qui pensent faire une découverte en face de toi, te dire, tu penses trop, toi t'es trop dans l'intellect. Ah bon, ah oui, c'est ça la solution. C'est comme les connards qui disent, aie confiance en toi. Ah ben oui, j'avais pas pensé, tiens. Mais alors, du coup, il y a des gens qui vont être complètement perturbés, et ils sont majoritaires, ils vont être perturbés parce que tu sors de la colonne dans laquelle tu leur parles, et donc que tu leur proposes un inattendu qui va les mettre mal à l'aise eux aussi, mais qui vont aller te reprocher plus facilement. Et il y a d'autres personnes, j'avais mon ami Joris au cinéma qui, lui, c'était comme s'il il s'en fichait complètement de savoir s'il y avait une logique dans le flux de mes pensées. Du moment qu'on arrivait à se marrer, c'était ça qui était essentiel. Alors que j'avais en face Mina qui bloquait, qui faisait parce que j'étais passé du coq à l'âne, tu vois. Et ça, en fait, c'est soit t'es né avec une certaine où tu as acquis une certaine confiance en toi par rapport à ouais, d'accord, j'ai raison de penser comme ça, soit le monde alentour te montre qu'en fait, il vaut mieux avoir créé un monde où tout est mesurable et tout est en on-off avec des boutons radio, plutôt que quelqu'un qui a des cases à cocher dans la tête. Enfin, je sais pas si- Donc, en gros, pour toi, aujourd'hui, on présente une intelligence qui serait limite normalisée. Et si tu rentres pas dans cette norme d'intelligence, tu ressens un potentiel danger, malaise, mal-être ou une intégration à quelque chose. Et toi, ça va te mettre mal et en tension par rapport à ça. Parce qu'en plus, Ah oui. mais tu arrives à comprendre ce qu'ils te demandent dans la norme ou c'est juste complètement tellement con ou tellement pas dans ton process de pensée que tu comprends même pas. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à la façon dont c'est fait, et je pense que derrière, il y a forcément, si tu comprends mais par exemple, il y a un but scolaire de pouvoir noter les gens et de savoir ce qui est vrai ou faux, c'est logique que derrière, que tu aies un système cartésien et manichéen qui te propose qu'il y a des choses fausses et des choses bonnes qui soient comme ça. Après, et pendant des années, moi j'ai lutté parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi je pense à l'envers en fait? C'était vraiment, t'as cette impression de penser tout le temps à l'envers. Donc j'ai créé à certaines époques, si tu veux, par exemple, tu me proposais ah là, on va bosser sur une pub pour Pank de HNO. Moi j'ai déjà l'image où j'ai déjà, ouais, il faudrait qu'il y ait tel symbole, tel symbole, tel symbole. Et là, en face, on va dans une boîte normale, on va dire, mais non, il faut que tu fasses un rapport, il faut que tu fasses un dossier pour expliquer ça. Alors, ce que j'avais créé, c'est que j'avais créé un fichier Excel dans lequel je jetais toutes mes idées, le symbole de la bibliothèque pour machin, le machin, nanana, et que c'était relié au publipostage de Word pour pouvoir remettre dans l'ordre d'un cartésien, on va dire, pour rester poli, où il va y avoir intro. Pan Cachéno a l'idée de vouloir montrer tel truc. Les symboles qui montrent tel truc, c'est nanana, nanana. C'est pourquoi nous avons pensé que telle image, machin. Et donc, en fait, il faut refaire le processus inverse. C'est super. C'est long. Et puis, c'est perturbant d'avoir à le faire parce que tu dis pourquoi moi, j'ai pas pensé comme ça? Pourquoi moi, je suis pas. euh, Est-ce que je suis flemme? Alors, longtemps, j'ai cru que c'était par fainéantise, en fait, je sais pas travailler, je sais pas faire un rapport, je sais pas machin. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, non, parce que en Finlande, tu avais des gars de chez Nokia, ça faisait des années qu'ils couraient après des chiffres, qu'ils avaient couru après des trucs qui étaient logiques, etc. Et puis tout d'un coup, en fait, ils voulaient apprendre à avoir une logique qui les secouait dans le sens où on dit, tiens, je suis à l'aise avec les explosions. Je vais donner un autre exemple. J'ai fait, il y a 11 ans, j'ai fait une vidéo où j'avais envie d'expliquer l'origine des samples de Smack My Bitch Up de The Prodigy.
Donc, c'est-à-dire qu'ils ont échantillonné des morceaux de différentes musiques pour faire un super titre à mon goût. Et j'avais envie de l'expliquer. Et comme je voulais que ça soit visuel, pour moi, il n'y avait pas forcément de contrainte à vouloir imprimer le son. Donc, j'ai imprimé sur des petites bandelettes de papier, j'ai imprimé les waves, etc. Et j'en ai fait un truc qui, comme il fallait que je montre que ça se déplace, puisque ça crée une chanson et que c'était kinesthésique, encore une fois, je les ai découpés et je les ai déplacés, je me suis filmé à ça. Et puis, je suis passé sur Canal+, j'étais invité par Dailymotion à l'époque, etc. Liké par The Prodigies et mon petit quart d'heure de gloire à la Warhol. Et à l'époque, fort de ça, j'ai eu plein de contacts pour des gens qui étaient passionnés de samples. Ils m'ont dit, mais fais d'autres vidéos sur les samples. J'ai commencé à en faire un pour un autre artiste qui s'appelle Fake Blood, qui avait fait un autre titre. Et j'ai fait exactement pareil. J'expliquais comment ça avait été coupé, comment ça avait été déplacé, etc. Et le gars, il m'écrit, il me dit, ouais, espèce de connard, ton but, c'est d'expliquer que ce que je fais, c'est facile. Alors que moi, mon but, c'était de montrer le génie qu'il y avait derrière, tu vois. Donc, on n'était pas dans la même. Il me dit, tu peux pas juste profiter de la musique. Et je dis, bah non, je peux pas profiter de la musique. Je lui ai repris l'analogie, je fais. Moi, il y a des gens qui peuvent avoir un frigo chez eux, ça marche très bien, se sont jamais posé la question de comment ça fonctionnait. Moi, j'ai besoin de savoir comment le frigo fonctionne, parce que ces éléments-là, je vais les utiliser un jour, je les confronte avec un truc, et je vais dire, tiens, un frigo plus un lapin, qu'est-ce qu'on pourrait faire en mélangeant un frigo et un lapin? Puis ça me dérange pas d'être là-dedans. Alors qu'il y a des gens qui vont s'arrêter en se disant, un frigo à un lapin, mais t'es con ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui veut... Et j'ai l'impression que l'hypnose, justement, nous permet, en tout cas dans la façon dont je pratique, en proposant aux gens de retourner dans un mode enfant où tout est possible, où la porte, elle a pu t'attaquer parce qu'elle t'a accroché le bras, où les Barbies parlent, etc., ben, de pouvoir aller se permettre de dire, OK, c'est possible. Là, il y a une partie de toi qui est phobique, qui est assise dans le fauteuil. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Tu dis ça à quelqu'un de cartésien, elle va te dire, mais attendez, c'est le coussin qui est la partie, je comprends pas. Alors que l'autre personne en face, elle va dire, OK, OK, elle est là, puis elle est rouge, et puis elle a pas de bouche, et puis machin, toi. Enfin, moi, je suis tout le temps dans cette partie un peu, je suis tout le temps hypnotisé, en fait. D'accord, mais alors, attends, dans cette notion-là où tu. Donc, je vois que là, tu dis en gros qu'il y a une pensée, quoi, une intelligence générique qui a été proposée, tu as une intelligence et une perception des choses qui est un peu différente. Le lien entre les deux est parfois complexe parce que tu as l'impression d'être en mismatch avec la pensée des autres et l'intelligence des autres à ce moment-là. Tu arrives à avoir un ensemble de schémas où tu vas percevoir des choses avec une certaine finesse, une certaine rapidité, sans passer par un ensemble de process qui sont préétablis. Dans ça, qu'est-ce qui, toi, t'as été le plus problématique? C'est quoi? C'est que l'autre ne comprenne pas? Ou c'est que toi, tu as du mal à exploiter cette différence parce que justement, il y a un manque d'intelligence généraliste dedans qui pourrait te poser problème dans un rapport psychosocial avec quelqu'un? Alors juste pour recadrer, pour moi, il n'y a pas que deux intelligences, hein. Je ne suis pas en train d'opposer le fait qu'il y a un monde qui a une intelligence de base. Et puis l'idée, c'est qu'en fait, tu as multiples intelligences et multiples façons de procéder, effectivement. Mais tu vas avoir, pour moi, deux pôles, où tu vas avoir un pôle qui va être plus vertical avec quelque chose qui va être si, alors donc, ou bien, etc. Et l'autre qui va être et si, ou bien, et si c'était ça, et pourquoi pas, et nanana, etc. Puis en fait, un petit peu l'opposition qu'on avait à une époque avec les deux cerveaux, si tu veux, avec le cerveau qui va être plus... ceci étant dit, effectivement, ce que ça crée comme problème, c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir confiance en ta façon de penser en te disant que soit c'est parce que tu t'es buté, que tu n'arrives pas à penser de façon logique, ce qui t'est présenté comme la logique finalement. Et donc ça ne rentre pas parce que tu n'arrives pas et qu'il faut énormément d'efforts et tu te dis mais merde, comment ça se fait que pour d'autres c'est si simple. Et puis ce qui m'a aidé très vite, c'était d'apprendre justement qu'il y avait des choses qui pouvaient paraître frustrantes dans le monde, dans la logique, dans ma démarche intuitive peut-être d'interagir avec l'extérieur, c'est qu'il y avait eu des gens qui avaient normé ça bizarrement. C'était ça qui m'a rassuré. Et c'est comme ça que je suis devenu à l'époque, mon premier boulot, c'était d'être ergonome et d'aller prouver qu'en fait là, si tu trouvais que ça c'était con,
en fait, c'était prouvable que c'était con de la manière dont c'était fait, toi. Il y avait ce côté énorme. C'est ça qui m'a fait du bien de pouvoir me dire, tiens, je peux l'exploiter dans le sens où, ok, un jour, je me suis départi du fait que au début, les gens, je leur étais vendu quand j'étais consultant comme étant la personne qui va faire un rapport. Et puis les gens attendaient le rapport parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis très vite, j'ai eu peut-être le cran de pouvoir leur vendre le fait que ce qui était vendable, c'était le temps passé avec moi. C'est-à-dire que ce qui était vendable, c'était qu'ils me voient réfléchir en disant, en fait, si je comprends bien votre truc, et je prends un crayon, puis je leur dessine, et puis je leur mets sur la table, je leur dis, voilà, ça se passe comme ça. Et le premier jour où j'ai eu une grosse boîte qui est partie en me disant, mais vous n'avez pas besoin de faire de rapport, hein, on prend votre post-it, c'est bon, on a compris, on l'a vécu, maintenant on sait exactement où est-ce qu'on va. Et ben, pour moi, ça a été genre, ah ouais, d'accord, c'est pas si, c'est exploitable en fait cette façon de penser. Et, Ouais. et aujourd'hui, par rapport à les petits cons qui auraient la même intelligence débile que toi, qui ne sont pas dans la norme extraordinaire de notre société généraliste à penser d'une certaine manière de façon verticale, en fait, ceux qui ont vraiment tout compris. Donc, ces petits cons qui seront dans la même merde que toi, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, le premier conseil que je donnerais, ça serait qu'il faut trouver son langage, en fait. Moi, mon langage, effectivement, on en a parlé longtemps, c'est l'espace. Mais il y a des gens qui vont avoir. En fait, l'idée, c'est que c'est le problème d'avoir. Si tu veux, en fait, vraiment la façon dont je le vois, c'est comme Edouard de Bono dit, c'est que tu as deux autoroutes et toi, tout d'un coup, l'humour, c'est comme ça aussi. Tout d'un coup, tu emmènes la personne sur une autoroute et tu bifurques et tu fais une autoroute à contresens, ça crée une explosion et tu regardes si ça fait sens. Ça peut faire de la merde ou ça peut faire un truc génial. Tu mélanges, je sais pas, je rentre de la chasse avec mon chien, il a des petites boulettes accrochées à ses poils, je les observe au Microsoft et je me dis, tiens, si j'inventais le velcro, toi, c'est comme ça que il y a des gens qui se disent, tiens, c'est possible de. J'ai une personne l'autre jour qui me dit, moi j'ai vu un système de douche et je me dis, on pourrait l'appliquer à un système de production, ça marche très bien aussi. Donc, mais l'idée, c'est que quand ça fourmille comme ça, effectivement, toutes ces petites idées, elles sont temporaires, je les vois comme comme tu sais, ces trucs que tu mets sur les gâteaux qui scintillent, un petit peu comme des feux d'artifice. Et c'est vrai que si tu vas utiliser directement une façon de réfléchir qui va être pas comme la tienne, c'est-à-dire qui va te forcer à être en si alors donc parce qu'on t'a appris à utiliser Word pour pouvoir coucher tes idées ou qu'on t'a appris à faire des rapports en disant petit 1, machin, petit 2, machin, tu vas avoir tellement de temps de prix à traduire la façon dont ça marche à l'intérieur de ton esprit que tu vas trahir les idées qui vont s'éteindre en fait petit à petit parce que tu en auras choisi une et puis tu diras mais pourquoi pas celle-là, etc. Puis finalement tu vas être. L'idée c'est de trouver ton langage, c'est-à-dire de dire ok comment je peux vider ou dupliquer ou cloner ce cerveau le plus vite possible quelque part pour pouvoir après trier et le rendre intelligible par le monde. C'est-à-dire de dire, est-ce que pour toi, par exemple, si tu as besoin de faire une vidéo, parce que comme ça, tu vas pouvoir structurer tes idées, et puis après, tu acceptes de dire cette vidéo-là, pas toi justement, mais je pourrais faire un montage pour remettre dans l'ordre, parce que ce que j'ai dit, c'était intéressant, mais c'était juste pas dans un ordre qui est préétabli, qui est intelligible pour la majorité. Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de me dire je dessine d'abord et puis après je traduis ça en faisant ce dessin-là, j'ai voulu dire tel truc, etc. Mais pour moi, l'urgence pour les gens qui pensent comme ça, c'est d'aller trouver son langage d'abord en s'autorisant d'aller utiliser des choses qui ne sont pas vues comme conventionnelles. Moi, on m'a empêché de dessiner à l'école parce que c'était mal vu, parce que forcément tu faisais autre chose si tu dessinais. Et pourtant, je pense que j'aurais beaucoup plus réussi si j'avais pu exploiter ça, parce que j'aurais des dessins et j'aurais été plus loin. Peut-être que pour une autre personne, ça va être de dire, ok, ça, là, je vais le transformer en musique d'abord, et après, je vais en faire quelque chose. Mais pour moi, il faut s'autoriser à ne le dire à personne, en quelque sorte. C'est ça un peu le truc, c'est ne le dites à personne, mais moi j'ai besoin d'aller. Moi j'avais une collègue ergonome, Laetitia, elle avait besoin d'imprimer, elle s'en voulait énormément, mais elle imprimait des ramettes et des ramettes de papier d'interface qu'elle auditait, parce qu'elle avait besoin de les avoir là dans ses mains. Je pense qu'elle avait le même. Et c'est soit tu te dis, mais non, mais pourquoi j'ai besoin de ça? Tout le monde arrive à bosser en ligne, etc. Pourquoi moi j'y arrive pas? Ou alors sinon tu t'autorises à aller là-dedans. Et puis c'était vraiment une ergonome très très douée. Donc l'idée c'est quel est ton langage? Quelle est la façon qui va
le moins trahir possible, effectivement, l'organisation cérébrale que tu as et qui va pouvoir te permettre de dire, bah tiens, ça serait si mon cerveau était ouvert sur la table, il fonctionnerait comment? Il y a des gens qui, par défaut, vont te parler en métaphore. Et ça serait dommage de les forcer à dire qu'en fait, il faut que, je sais pas, ils vont te dire, moi tout mon passé, c'est comme des pierres lourdes sur mon dos, etc. Puis quand tu leur dis, ils vont aller très vite se dire, ouais, bah alors j'ai un passé difficile, et puis ils vont utiliser les mots qu'on attend d'eux. Alors que, alors qu'il y aurait tellement avantage à pouvoir utiliser ces pierres et à dire, tiens, qu'est-ce qu'on en fait, on les met où, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je sais pas. Ouais, et comment donc tous ces relous là, ils vont pouvoir communiquer avec les gens normaux? Ben, justement, en faisant ce process qui fait que tu passes de ton, ton chaos, en fait, ou alors c'est très très bien rangé peut-être, à la traduction sur papier qui te laisse, qui t'enlève la problématique d'avoir besoin de temps. L'ennemi, en fait, numéro un, c'est que plus tu vas passer du temps à vouloir te reformater comme c'est attendu, moins tu vas pouvoir exploiter l'effervescence que tu as dans le cerveau. Donc l'idée, c'est d'aller le plus vite possible utiliser quelque chose avec le moins d'obstacles possible, que ça soit te filmer en vidéo, enfin filmer forcément en vidéo, mais que ce soit... Et après ça, par exemple, en ergonomie, on utilise un outil qui est très utile, qui s'appelle le tri des cartes. C'est-à-dire que pour savoir comment les gens intuitivement utiliseraient un site internet, on leur met les items des menus sur des petites cartes de visite, et puis on demande à 12 personnes séparément d'aller trier, de dire ça, je le mettrai avec ça, etc. Et on a 80% de la logique du truc. Euh, Là, l'idée, ça serait pour une personne, c'est de dire sans contrainte, d'aller se dire, attends, euh, toi, j'ai une idée, il faudrait que je dise ça dans tel bouquin, j'ai envie d'écrire un bouquin sur l'hypnose et tout. Euh, Bah ouais, ça serait chapitre 1, machin. Non, là, je suis déjà en train de me reformater dans l'autre sens. Là, je sors un truc, je dis, OK, il faudrait que je parle des catalepsies, c'est important. Et puis à un moment, je parlerai des convinceurs. Et puis à un moment, je parlerai de machin, etc. Et d'accepter que le tri se fera après. Mais c'est-à-dire d'accepter que d'abord, c'est le chaos, et que c'est ton chaos. Et c'est ça, elles sont là, tes idées. C'est juste pas paniquer du fait qu'elles soient pas déjà mises dans le bon sens pour quelqu'un. Alors que la plupart des gens, on va leur apprendre d'avoir le réflexe de dire, OK, tu veux écrire une histoire, alors d'accord, tu peux suivre des cursus, enfin, tu peux suivre une logique comme le voyage du héros, etc. Mais ils vont aller se forcer à aller séquentiellement, en fait, là-dedans. Et donc, du Et, coup, et ouais. aujourd'hui, toi, concrètement, comment tu sens que les gens perçoivent ton modèle, ton process interne, donc ce que là on a appelé intelligence, hein, mais ton process interne, comment tu le vis aujourd'hui, maintenant que tu as un peu plus de maturité, que tu t'autorises à être et penser comme ça? Comment ça se passe de façon générale? En gros, c'est un peu pour dire, il y a pas mal de parents qui sont en galère parce que leurs enfants pensent un petit peu en dehors de la boîte et il y en a, ils peuvent flipper à se dire, mais ça va donner des adultes qui sont à l'ouest, qui n'arrivent pas à se sociabiliser ou à être bien dans leur vie, à être relativement. Alors moi, tu sais que c'est pas un mot qui me parle, mais être heureux ou autre, en tout cas être suffisamment OK pour être en phase. Euh, Comment toi, là, en tant qu'adulte qui vient quoi, qui a compris son langage, qui a accepté son langage, dans une société comme la nôtre, avec toutes ces variations, mais surtout, là, ce qui m'intéresse, c'est cette notion de généralisation intellectuelle. Tu rebondis, tu avances, tu perçois, et comment tu es accepté, reçu, etc., etc. Bah, mine de rien, alors il va y avoir déjà à apprendre avec ton système, même s'il va falloir après le reformater pour que ça soit bitable par l'éducation, etc. Mais par exemple, tu vois, je pense un exemple en Finlande encore, pour préparer pour apprendre le Moyen Âge, les enfants, ce qu'ils font dans les écoles, c'est qu'on leur fait une journée sur le Moyen Âge, et tu vas en avoir un qui va être en charge de faire la bouffe, un qui va être en charge de faire les vêtements, etc. Et du coup, ils vont aller expérimenter ça en le vivant directement. Donc pour un parent, moi je conseillerais, j'ai eu par exemple un infirmier qui est venu me voir en tant que client qui m'a dit, mais moi j'arrive pas à retenir les classes de médicaments. Et je lui dis, mais il me dit pourquoi, je lui dis pourquoi, il me fait, parce que c'est le seul truc qui est pas pratique, si tu veux, c'est complètement théorique, je ne le raccroche à rien. Et je lui dis, mais
il faisait partie d'un groupe de théâtre, d'impro. Je lui dis, mais pourquoi vous choisissez pas 6 personnes dans la troupe et qui chacun représente une classe de médicaments, et donc dans ces cas-là, s'approprier le besoin de pratiquer et puis d'apprendre comme ça. Donc il y a des, pour moi, il y a des, à partir du moment où tu acceptes que ça marche comme ça et que tu n'es pas en train de te battre contre ça, mais que tu acceptes que toi, tu as besoin de le vivre, toi, tu as besoin d'expérimenter, toi, tu as besoin, je sais pas, moi, si je me mettais à faire de la moto, j'aurais besoin de l'acheter, de l'avoir à moi pour en faire le tour, pour être sûr que avant de faire le premier pas avec. Enfin, mais après, il y a des métiers qui correspondent à ça. Moi, l'hypnose n'est qu'un métier. Alors, je l'espère que je serai assez arrêté suffisamment longtemps dessus, parce que souvent on est vu comme des gens qui sont passionnés, si tu veux. Tu vas rencontrer aussi la même façon de passer du coq à l'âne, de passion en passion. Tu me rencontres il y a 2 semaines, je vais te dire, ah, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire l'hypnose sur le microbiote intestinal. Et puis en fait, je vais potasser tous les bouquins là-dessus. Puis au bout d'un moment, j'ai l'impression d'en faire le tour, je m'ennuie. Et puis après, tu me rencontres la semaine dernière, je vais dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment faire de la vidéo, machin, nan, nan, nan. Et puis tu me croises cette semaine. Et puis après, en face, forcément, c'est flippant pour un parent ou pour un adulte qui te dit, mais je suis inconsistant en fait. Je me pose sur rien. Et donc, j'ai un trouble de l'attention. Est-ce que machin. Et en fait, finalement, c'est juste que peut-être que les gens voient les passions comme ayant un début, une fin. Quelqu'un qui est passionné par la photo, il va faire tel cursus, il va forcément finir par une exposition et puis aller faire des cours après, etc. Alors que peut-être que pour la personne, ce qui l'intéresse, c'est le processus qu'il va y avoir entre deux. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est pas forcément la passion en elle-même, mais c'est la complexité et décomplexifier l'apprentissage. Et puis être content avec ça, de dire, bah moi, en fait, tu vois, j'ai pas creusé à fond la photo, mais ce qui m'a intéressé, c'est d'aborder un monde complexe et puis de le décomplexifier et me l'approprier. Sachant que tu fonctionnes comme ça, après, tu peux aller dire, bah tiens, moi j'ai fait ergonome, et ce qui me plaisait le plus dans l'ergonomie, c'était de faire des tests utilisateurs, c'est-à-dire que j'avais en parallèle de moi, j'avais des règles sur lesquelles je pouvais me reposer qui étaient genre défendables. J'avais mes clients qui observaient ma façon de faire tester leur objet, et disons que c'est pour la caméra, machin. J'avais à côté de moi un client à qui je devais faire semblant d'être complètement stupide et de pas savoir pourquoi j'étais là. Et pourtant, j'avais un scénario, puis ça m'occupait mentalement, ça me faisait beaucoup de bien. Et ça, c'était sur le moment, il y avait un côté impro, il y avait un côté j'essaye de comprendre comment il fonctionne, etc. Et c'est exactement comme ça que je pratique l'hypnose, mais que j'aurais pu être assistant de production pour le cinéma. L'assistant de production, par exemple, lui, son métier, ça va pas être d'être super bien, d'être en train il va pas être dans l'admin, justement, qui est un autre métier là-dedans, où il va devoir organiser le tournage et tout ça. Lui, on va lui dire, oh, écoute, aujourd'hui, tu as les lampadaires de la ville qui n'ont pas été éteints, il faut que tu trouves une solution. Puis après, ouais, là, on a tel problème parce qu'il nous manque une carte mémoire, et puis machin. Et ce sont des métiers qui existent, qui te permettent du coup d'être dans ce dynamisme qui n'est pas résumable Tu vois, tu pourras pas avoir de cours enfin, si, il y en a, ça existe, mais tu pourras pas avoir de bouquins sur être un bon assistant de production. C'est des métiers qui sont suffisamment effervescents, justement, pour pouvoir refléter la façon dont tu fonctionnes. Je sais pas si j'ai été clair vraiment, mais vraiment Attends, que Ah je merde, reprenne je suis encore parti. l'idée. De toute façon, Ouais. là, on va arriver au bout, donc remets quand même ta petite truc. L'idée, c'est de dire que potentiellement, il faut laisser les gamins pouvoir évoluer et, si possible, les aider à mieux comprendre leur intelligence et l'expression de ces dernières pour qu'ils puissent déjà se comprendre eux-mêmes et comprendre comment ils fonctionnent, pour après mettre en place une espèce de pont entre leur intelligence et l'intelligence générale qui est demandée, en tout cas celle qui actuellement est proposée, et pouvoir avoir des feedbacks dessus et pas avoir forcément peur dans l'ensemble des process où ça peut passer d'une passion, d'un intérêt à un autre, et se dire simplement, bah, là-dessus, c'est peut-être pas la forme qui l'intéresse, mais le fond. Et dès que lui, il est saturé par le fond, parce que il n'y a plus autant de stimulation, il veut passer à autre chose parce qu'il a besoin de ça. Donc, c'est pas un vrai problème. Il faut juste accepter cette notion-là, sachant que quoi qu'il arrive, il aura une potentialité à pouvoir rebondir assez facilement, vu qu'il peut s'intéresser à plein de choses. Ça. Ouais, en fait, il va y avoir des métiers excuses. Par exemple, pour moi, l'accompagnement, c'est tellement nouveau et excitant à chaque fois que j'ai une nouvelle personne, etc., que je vais avoir l'impression d'être tout le temps stimulé par justement
décomplexifier le chaos. Et c'est ça qui me plaît. Je vais pouvoir exploiter justement cette façon de la personne va me dire mais c'est le bordel dans ma tête. Ah bah justement, moi j'ai une méthode qui me permet de mapper ça et puis la personne physiquement va s'y retrouver. Donc il y a retrouver ce métier-là. Il y a l'un des métiers qui fait le plus rêver les personnes qui pensent comme moi, c'est d'avoir un café culturel par exemple, parce que ça te permet de dire ok, on va pouvoir lancer des trucs de philo, et puis après on va lancer aussi des formations, et puis on aura des groupes de musique qui viendront, et puis en fait, et puis pour les enfants, effectivement, je crois que la réponse, c'est de se dire, et alors, ton enfant, il a besoin de sentir les chiffres sur son dos parce que c'est comme ça qu'il les apprend. Et alors, après, il pourra toujours faire semblant de ne pas avoir eu cette source-là. S'il a besoin de s'imaginer qu'il a un petit bonhomme dans sa tête rouge et puis qu'il il se déplace dans des maisons virtuelles, etc., et c'est comme ça qu'il apprend. Et alors, c'est juste qu'en fait, peut-être que pour l'extérieur, il faut pas leur dire comment tu fais, et puis il faudra leur faire croire que tu as appris de façon conventionnelle. Mais en fait, c'est de se dire, ok, naturellement, ton gamin, il va dans ce sens-là, on y va jusqu'au bout. S'il a besoin il est tout le temps, ma fille, elle est tout le temps en train de bouger aussi. Elle a besoin, quand elle raconte une histoire, elle bouge. Et je suis sûr que ça vient de moi, cette histoire. Donc, est-ce qu'on peut l'aider en disant, bah tiens, enregistre-toi, puis après tu fais le montage dans le bon sens ou dans le sens conventionnel, ou là, ok, d'accord, on place les objets par terre dans la pièce, et puis comme ça tu te souviendras mieux de ta poésie, etc. Pourquoi pas? C'est de s'autoriser à se dire, ok, c'est pas conventionnel, mais finalement personne le verra. C'est peut-être ça la solution, ouais, c'est de se dire, tu fais ça caché, quoi. Bon courage pour les parents. Un petit mot de la fin pour conclure. Putain, les pauvres parents. Bref, un petit mot de la fin, une petite pub pour le fait que tu es en train de préparer ton grand futur avec un centre de 15 000 mètres carrés et quoi. Bon, bref, on vous en parlera plus tard. Et qui rassemblera trucs d'hypnose et café culturel, parce que c'est un mix qui s'appelle l'hypno-café culturel. Bref, on vous en parlera. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Yes, donc un petit mot de la fin. Justement, c'est ça que j'essaye de créer. C'est pas, il y aura pas forcément. On a même, j'ai déjà acheté la cafetière, toi. Mais tu vois, l'idée, ça serait effectivement d'avoir un lieu où tous ces gens qui sont seuls dans leur façon de penser, qui me voient, qui me repèrent, je sais pas comment, et qui viennent me voir en me disant, mais c'est le bordel. Ce qu'on attend de moi, c'est pas pareil que dans ma tête. Et ben, pour l'instant, ils sont tous les uns à côté des autres dans mes séances. Et ce que j'aimerais faire, ce serait de créer cette espèce de groupe de gens qui me pourrait me dire mon cerveau il est monté à l'envers, et pas qui se barre dans des histoires style chi zèbre, chi machin, chi nanana, parce que tout ça c'est tellement galvaudé et surexploité que c'est un peu chiant, puis qu'on retrouve aussi beaucoup de gens qui aimeraient bien l'être et qui s'y retrouvent parce que justement ça leur fait du bien, mais de gens qui vraiment ont besoin de se dire ok, je vois que ça sort pas de ma tête, comment je fais, qu'est-ce que j'exploite, ça c'est et je pense que le centre pourrait permettre de faire justement régulièrement des petits meetings comme ça. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je vois déjà que ça commente en dessous des vidéos YouTube. Sur celle qu'on avait postée l'autre jour, j'étais assez étonné. Moi, j'adore partager là-dessus, en fait. Hein? Être relou sur ton intelligence, ça va. Il y a quand même des gens qui arrivent à écouter à peu près 1 heure de Je ce sais que pas. tu veux dire. Donc, ça va. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui auront compris ce que tu as dit, tu vois. C'est un truc de fou. En fait. Yes, ok. N'hésitez pas, rappelle où on peut te contacter. On peut me contacter joubert.thomas@gmail.com, parce que non, je n'ai pas de page Facebook et je vois pas l'intérêt. Et d'ailleurs, il y en a qui quittent Facebook, je ne sais pas si tu as déjà vu, qui suppriment leur page et qui reviennent. Et puis, Pank, tu vas me taguer, donc les gens pourront me retrouver en ami. J'ai eu des demandes d'amis suite au tag sur ta page, donc vous pourrez cliquer sur Thomas Joubert. Et puis, Il ne vous répondra pas. si, je vais. Il faut que vous utilisiez un code pour voir si vous avez écouté jusqu'au bout, qui sera café culturel. Sur ce, si vous avez des questions à vous les partagez sur Facebook, YouTube, et j'y répondrai, ou Thomas y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Et be fun. Et après, maintenant, il faut que je fasse un petit arrêt de l'enregistrement.